Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur le paludisme, maladie transmise par des moustiques qui tuent souvent les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Saviez-vous que le café pourrait aider à perdre du poids? C'est dans votre rubrique Conseils et astuces. Il est dit que les femmes ont des sautes d'humeur au moment des menstrues. Nous avons recueilli votre avis. Enfin, les chercheurs font une avancée considérable dans le dépistage de la fibromyalgie. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle. Transmise à l'homme par des piqûres de moustiques, cette maladie cause plus de 400 000 décès par an. L'Afrique est le continent qui paye le plus lourd tribut de la malaria, avec à elle seule 90% des décès, en majorité les enfants de moins de 5 ans. Au cours des 10 dernières années, le monde a considérablement progressé dans l'élimination du taux de mortalité et des infections causées par le paludisme. Mais dans certaines régions, les progrès ont ralenti, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sheila Pony s'est intéressée à la question au Soudan du Sud, où le paludisme pourrait trouver une nouvelle base à cause des années de conflits et des conditions environnementales. Au Soudan du Sud, le paludisme est la principale cause de maladies et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Depuis le début de l'année, nous avons constaté qu'un certain nombre de comtés ont enregistré une augmentation des cas de paludisme supérieure à la normale par rapport à ce qu'ils avaient rapporté les années précédentes. Ainsi, à partir de nos rapports hebdomadaires, 25 comtés ont été identifiés comme ayant un nombre accru de cas de paludisme par rapport aux années précédentes. Alors que le Soudan du Sud entre dans l'apogée de la saison des pluies de cette année, c'est une situation que des mères telles que Faïda Samimi et sa fille de 9 mois vivent, mais ont du mal à comprendre. J'ai amené ma fille à l'hôpital parce que son corps était affaibli, elle vomissait et avait la diarrhée. Et on m'a dit qu'elle avait le paludisme. Je ne sais vraiment pas quoi faire à propos de ce paludisme. Cette année, de fortes pluies et une infrastructure médiocre, des marécages remplis, des rues inondées et des canaux débordés créent des conditions de reproduction idéales pour les moustiques. En tant que membre du groupe de contrôle du paludisme au Soudan du Sud, MEDER fournit des médicaments, des traitements et des moustiquaires à de nombreuses régions rurales du pays où les cas du paludisme sont en augmentation. Cependant, les experts restent positifs. Ils disent qu'avec suffisamment de ressources, d'engagement et de volonté politique, les maladies et les décès liés au paludisme peuvent être réduits, voire éliminés au Soudan du Sud. Pour en savoir davantage sur le paludisme, nous joignons par Skype à Genève, en Suisse, le docteur Abdourahmane Diallo, CEO du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Docteur Diallo, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir dans votre émission. Je suis vraiment content que vous me donniez l'occasion de partager notre point de vue. La Commission lancée a publié un rapport récemment appelé « Éradication du paludisme en une génération », ambitieux, réalisable et nécessaire. Alors, comment réagissez-vous au rapport selon lequel la vision d'un monde sans paludisme est possible ? Nous accueillons la publication du rapport de la commission Lancet avec beaucoup d'enthousiasme parce que vraiment nous partageons la vision exprimée dans ce rapport qui clairement dit que l'éradication du paludisme est possible pendant le temps d'une génération, ce que vraiment nous partageons. Vous savez, quand on regarde les choses à fond, aujourd'hui, on a plus de pays vraiment qui sont proches de l'élimination qu'avant. Donc vraiment, nous voulons capitaliser sur ce fait et pensons qu'avec le concours des uns et des autres, cela est vraiment réalisable. Pour nous, en tant que, voilà, nous sommes connus comme RBM, ce qui voulait simplement dire roll back malaria, faire reculer le palu, et nous croyons tellement à la possibilité donc d'éradiquer le palu que nous avons changé notre nom en Rollback Malaria Partnership, le partenariat RBM, parce que tout le monde connaissait nos initiales,
pour en finir avec le paludisme. Donc, c'est dire que vraiment nous l'accueillons avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction. Le paludisme continue de faire plus de 400 000 victimes par an, malgré les avancées dans la prévention et la prise en charge. Docteur Diallo, quels sont les défis actuels? Tout à fait, vous avez absolument raison. Malheureusement, le continent africain et particulièrement l'Afrique subsaharienne continue à payer le plus lourd tribut vraiment de la problématique du paludisme. Des 11 pays les plus atteints du paludisme, aujourd'hui 10 malheureusement se retrouvent en Afrique, parmi lesquels 5 sont francophones. Donc, cela dit, la communauté internationale de lutte contre le paludisme n'est pas restée les bras croisés. Le partenariat Arbien pour en finir le paludisme, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, ont lancé une initiative pour justement aider ces pays-là à revenir sur le bon chemin. Cette initiative s'appuie sur 4 éléments fondamentaux. Le premier étant vraiment le renforcement de leadership dans ces pays donc, qui sont les plus atteints pour, n'est-ce pas, accompagner la mobilisation interne de ressources qui viendra s'ajouter à celle des partenaires donc, étrangers déjà. Et naturellement, il nous faut donc les bonnes politiques, les bonnes stratégies, les bons outils, les bonnes informations pour permettre au pays de vraiment se prendre en charge. Voilà les éléments de cette initiative que nous appelons en anglais tout bêtement High Burden to High Impact. Donc d'un fardeau lourd à un fort impact en quelque sorte. Et selon vous, quelle est la plus grande menace pour l'élimination du paludisme d'ici 2050 et comment peut-on y remédier? Vous avez dit une, il y en a quelques-unes, mais moi je voudrais juste mettre l'accent sur quand même, disons, un défi particulier. Donc si vous regardez les données dont on dispose aujourd'hui, sincèrement, jusque-là, les outils, les moyens, les approches, les stratégies que nous avons utilisées, que l'ensemble de la communauté qui lutte contre le palud donc a utilisé, ont plus ou moins marché. Voilà pourquoi nous avons abouti aux résultats auxquels nous avons abouti. Cependant, vraiment, il y a quelques inquiétudes. L'élément fondamental, c'est le financement. Il est fondamental qu'il y ait un financement continu, augmenté, soutenu pour pouvoir vraiment arriver au but que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le temps d'une génération de voir le palud disparaître. Nous n'y arriverons pas si nous n'avons pas le niveau de financement requis. Docteur Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le docteur Abdourahmane Diallo est CEO du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Si vous aimez consommer du café au réveil, à la pause goûter ou à la fin d'un dîner, j'ai pour vous une très bonne nouvelle. Le café peut vous aider à perdre du poids. Selon une étude publiée par le site des Instituts nationaux de santé des États-Unis, le café est propice au développement du métabolisme du fait de sa forte teneur en caféine. Selon cette étude, une consommation régulière et modérée en café noir augmente de façon conséquente le taux métabolique aussi bien chez les personnes obèses que chez les sujets ayant une corpulence normale. De plus, le café facilite la digestion en augmentant la sécrétion des enzymes digestives telles que les amylases, la lipase et la pepsine. D'après cette même étude, la caféine continue dans le café augmenterait le phénomène de la thermogénèse. Traduction, votre corps brûle plus de matières grasses excédentaires, même au repos. Mais attention à la consommation de sucre dans votre café. Il peut avoir des effets négatifs sur l'organisme selon des experts en nutrition. Alors, consommez avec modération. Les femmes sont souvent accusées de susceptibilité et d'irritabilité avant et pendant leurs règles. Et cela serait dû aux variations hormonales affectant leur corps et esprit.
Pensez-vous vraiment que les sautes d'humeur chez certaines femmes sont liées au cycle menstruel? Nous avons recueilli votre avis à Kinshasa. Oui, ça affecte. Certaines femmes, pendant leurs règles, deviennent nerveuses, certaines ont mal au corps, certaines se sentent faibles, d'autres même en tombent malades ou perdent l'appétit. Oui, bien sûr. Elles changent d'attitude. Elles deviennent un peu colériques, mal à l'aise et aussi, dépendant des femmes, certaines poussent des boutons sur le visage. Dans son comportement, j'ai toujours remarqué qu'il y a une certaine investissement de santé. La santé, ça maîtrise. La femme, ça maîtrise. Et puis, je trouve également qu'apparemment, elle a une mère un peu beaucoup fâcheuse. Et voilà. Absolument, ça change parce que la femme devient peut-être angoissée. D'une manière ou d'une autre, la périodicité là-bas qui va par exemple de 3 à 7 jours. La menstruation par exemple, la femme est un peu courroucée, est en colère. Parce que... Quand une femme a ses règles, la première chose qu'on remarque, c'est sa poitrine qui gonfle. On remarque aussi des boutons sur son visage. Certaines perdent l'appétit pendant le premier jour. Certaines deviennent nerveuses, elles se fâchent tout le temps. Des millions de personnes vivent avec la douleur constante causée par la fibromyalgie. C'est un trouble qui est souvent mal diagnostiqué. Et si les tests de laboratoire peuvent aider à identifier de nombreuses maladies, il n'existait jusqu'à récemment aucun test de dépistage de la fibromyalgie. Selon le reportage de Carol Pearson, un simple test sanguin pourrait changer la donne. Bob Hartung a souffert d'une douleur inexpliquée au corps entier avant d'être diagnostiqué de fibromyalgie. C'était presque un soulagement parce que j'ai enfin su ce qui n'allait pas avec moi. La fibromyalgie est un trouble dont les symptômes sont une douleur généralisée, accompagnée des fatigues et des problèmes de sommeil, des mémoires et d'humeur. Les chercheurs pensent qu'avec la fibromyalgie, le cerveau amplifie les signaux de douleur. Environ 75% de personnes atteintes de fibromyalgie ne sont pas diagnostiquées. Certaines personnes vivent avec des douleurs pendant des années. Beaucoup reçoivent un traitement inefficace, voire néfaste. De nombreux patients qui consomment les opiacés à long terme présentent une fibromyalgie sous-jacente. Donc, si cela était reconnu, nous pourrions alors savoir comment traiter ces personnes de manière appropriée. Les chercheurs du centre médical Wexner de l'Université d'État de l'Ohio ont mis au point un simple test sanguin permettant de diagnostiquer la fibromyalgie. Nous utilisons l'infrarouge dans de nombreuses entreprises pour déterminer le taux de protéines, de graisse, d'humidité, d'amidon et de fibres en quelques secondes. Les chercheurs ont découvert que ce test permet d'analyser les concentrations des produits chimiques dans le sang de la même manière que les molécules présentes dans les aliments. Bien que la fibromyalgie ne soit pas curable, les médicaments, l'exercice et les mesures de réduction du stress peuvent aider à contrôler les symptômes. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons du suicide. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormodou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.